Alors, dans cette introduction, je voudrais revenir un petit peu sur les questions de... Enfin, qu'est-ce que c'est l'épidémie de cancer aujourd'hui en France? Et quelles sont les interprétations qui sont données des causes de ces cancers avant de présenter, et puis la question du travail, le rôle du travail dans cette épidémie, avant de présenter le programme GISCOP. Et bien sûr avec un angle quel en est et qu'est-ce qu'il en est de la dimension homme-femme dans tout ça. Alors l'épidémie de cancer en France est en augmentation exponentielle depuis le début des années 80. Les chiffres globaux, on est passé de 150 000 nouveaux cas par an en 1980 à 355 000 nouveaux cas par an en 2012. C'est-à-dire qu'on a plus que doublé. Et lorsqu'on regarde pour les hommes et les femmes, l'incidence pour les hommes est passée de 96 500 à 200 350, donc effectivement on fait plus que doubler pour les hommes. Et pour les femmes, 73 400 et en 1980 et 155 000 en 2012. Ça c'est tout cancer. Si on prend maintenant les chiffres du cancer du poumon, pour les hommes, on est passé entre 1980 et 2012 de 16 900 à 28 200. Et pour les femmes, pour le même cancer du poumon, on est passé de 1526 cas en 1980 à 11 284 cas. Donc on a une multiplication des cancers bronchopulmonaires chez les femmes. En termes d'inégalité, on a très peu de données. D'inégalité selon les catégories sociales. Parce que ces données, en fait, on a cassé l'instrument. Il y avait une enquête INSEE une enquête de mortalité, qui permettait de suivre l'évolution de cette inégalité entre cadres et ouvriers. En 1980, on a 4 fois plus de risques chez un ouvrier de mourir de cancer avant 65 ans. Et en 2010, il y a une évaluation qui a été faite, non pas par l'INSEE, mais en faisant un travail d'estimation par plusieurs sources. Et c'est la Cour des comptes qui a publié ce chiffre, qui dit qu'on est passé à 10 fois plus de risques chez les ouvriers de mourir avant 65 ans de cancer que les cadres supérieurs. Et la France a, depuis 1975, et semble-t-il toujours aujourd'hui, le record européen d'inégalité de mortalité masculine par cancer avant 65 ans. Donc voilà, ça c'est quand même la toile de fond. Alors, bon, vous savez très bien que l'idéologie dominante officielle, c'est que les cancers, c'est les comportements individuels. En premier lieu, le tabac. On vous dit, le ministère de la Santé, que ce soit le ministère de la Santé, que ce soit la CNAM, que ce soit le Haut Comité à la Santé publique, que ce soit l'Institut du cancer, la seule cause qui apparaît vraiment comme étant la cause des cancers, alors ils ont quand même de temps en temps un peu de mal à la décliner par rapport à certains types de cancers, mais massivement, cancer égale tabac. Et pourtant, la consommation de tabac a plutôt décliné en France, et surtout l'écart de consommation entre les cadres et les ouvriers, qui est à peu près de 20% en plus chez les ouvriers que par rapport aux cadres, donc on est quand même très très loin des écarts de mortalité par cancer, mortalité précoce par cancer, ça n'explique absolument pas le poids des cancers supportés
par les ouvriers. Et puis, il n'y a aucun travail qui soit fait sur les déterminants collectifs de la consommation. Les inégalités s'expliqueraient par des facteurs génétiques. Alors là, parlons-en d'ailleurs. On vous dit, de toute façon, il y a une susceptibilité génétique. Donc, ce n'est pas le travail qui est à risque, ce seraient les travailleurs qui seraient à risque. Et d'ailleurs, ils n'arrêtent pas de chercher des susceptibilités génétiques pour l'amiante, pour les rayonnements ionisants. Le programme des sciences de la vie du CEA, au début des années 2000, était consacré à 80% à rechercher des susceptibilités génétiques au rayonnement ionisant. Alors là, je vais vous faire rire un peu quand même, parce que le sujet n'est pas drôle, mais quand même. Et en fait, on ne connaît que 2 espèces résistantes au rayonnement ionisant, les scorpions et les blattes, les cafards. Donc, y a-t-il chez les humains quelqu'un qui ressemble? Bon. Il y a quand même un bémol, et là aussi, la recherche et la santé publique ne font pas le travail qu'ils devraient faire. C'est-à-dire qu'on sait aujourd'hui, par exemple, qu'il y a une transmission intergénérationnelle de mutations génétiques quand on est exposé au rayonnement ionisant. C'est notamment les données issues de la catastrophe de Tchernobyl, qui sont soigneusement gardées secrètes pour pas qu'on risque de dire ce que je viens de dire. Radiation, pesticides, produits organiques persistants. On a toute une série de polluants chimiques ou radiologiques qui font qu'il y a une transmission génétique. Et donc, effectivement, là, on va avoir des problèmes de facteurs génétiques, mais de facteurs génétiques acquis et non pas innés. Alors, je voudrais revenir un tout petit peu, parce que c'est très très important par rapport à tout ce qu'on va dire cet après-midi, sur ce que nous apprennent quand même depuis pratiquement au moins 30 ans, voire un peu plus, les données de la biologie et de la toxicologie. Eh bien, à contrario de ce que vous entendez en permanence, cancer égale tabac, le cancer, ce n'est pas une cause, un effet. Le cancer, c'est une histoire. C'est un processus complexe avec plusieurs événements. Vous allez rencontrer plusieurs types de cancérogènes. Chacun de ces cancérogènes est susceptible d'avoir une action au niveau de vos cellules. Et les modifications cellulaires que ça va entraîner vont se faire de telle sorte que pendant très longtemps, il n'apparaîtra rien jusqu'au jour où apparaissent les signes, effectivement, d'une tumeur, ou de plusieurs tumeurs d'ailleurs. Face à ces agressions, face à ces cancérogènes qui atteignent les cellules, il y a des mécanismes de défense. Et l'organisme, la cellule, a des processus de défense. Mais, d'une part, il ne joue pas à tous les coups. Et puis, il y a aussi alors là, par exemple, des rythmes de travail qui vont modifier, bloquer ces ces mécanismes de défense. C'est le cas du travail de nuit, du travail posté, qui a été classé cancérogène par le Centre international de recherche sur le cancer en 2008. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ils se sont aperçus, avec des expérimentations animales, que de perturber le sommeil des rats, ça bloquait un mécanisme de défense tout à fait caractéristique par rapport à une atteinte cancéreuse. Et il y a eu des études épidémiologiques qui ont confirmé auprès de publics comme les infirmières ou les personnels navigants des compagnies aériennes que chez les humains, c'est la même chose. Alors, comment est-ce qu'on fait ? On entend dire, lui, il a le cancer de l'amiante, elle a un cancer, on ne sait pas d'où ça vient, elle ne fume pas, mais on ne sait pas d'où ça vient. Eh bien, en fait, pour un individu donné, personne ne peut faire ce choix-là. Un cancer du poumon, c'est un cancer chez une personne qui a été exposée
à l'amiante, au tabac, au rayonnement ionisant, aux hydrocarbures polycycliques aromatiques, aux fumées de diesel, au plomb. Et pour cette personne-là, il est impossible de choisir le cancer. Et quand un médecin vous dit « c'est le cancer du tabac », c'est un excès de pouvoir du médecin par rapport à quelque chose qu'il ne peut pas faire. Il ne peut pas choisir entre plusieurs expositions parce que, en fait, le cancer le plus probable, ce cancer-là résulte de l'accumulation de ces expositions. Et on sait, avec quelques données sur les effets de synergie, malheureusement, il y a eu très très peu de travaux là-dessus. On commence à voir quelques travaux timidement sur les effets cocktails, comme ils disent, mais pratiquement, on sait que quand on a l'amiante et le tabac, et on le sait depuis longtemps, puisque c'est le professeur Selikoff à New York qui nous l'a prouvé dans les années 70, que amiante plus tabac égale 50 fois plus de risque d'avoir un cancer du poumon ou un autre type de cancer que amiante tout seul ou tabac tout seul. Alors, les cancers professionnels, à partir de là, on a une triple invisibilité. Et là, c'est vrai pour les hommes et pour les femmes. Invisibilité, ignorance toxique d'abord. Je vous ai mis les chiffres, je ne vais pas m'y attarder. Ce qui est en noir, c'est pas très lisible, excusez-moi. 82 millions de substances uniques et plus de 65 millions de séquences sont enregistrées par le Chemical Abstract Register, qui est un registre tenu par l'industrie chimique américaine, hein, qui affiche quand même la réalité. Et 7% des substances aux États-Unis ont fait l'objet de tests de toxicité. En Europe, on est à plusieurs dizaines de milliers de substances chimiques recensées. Il n'y en a qu'une centaine pour lesquelles il y a eu des tests qui ont été examinés dans un nouveau règlement qui, en principe, oblige les industriels à faire la preuve de la non-toxicité de leurs produits. Mais dans la réalité, on est très très loin d'y arriver. Et sur ces 100 substances qui ont été examinées, plus des 2/3 ont été retirées du marché, soit parce que c'était des toxiques avérés, soit parce que les dossiers sont incomplets. Ignorance toxique. Deuxième invisibilité, invisibilité physique. Le problème des cancérogènes, c'est qu'ils ne se voient pas. Dans cette salle, il y a des agglomérés de bois, peut-être qu'il y a du formaldéhyde. Bon. Les rayonnements ionisants, ça ne se voit pas. L'amiante, à moins d'être dans un brouillard de fibres, ça ne se voit pas. Donc, imperceptible, ça veut dire ignorance pour tous ceux à qui on ne donne pas l'information. Et ça demande un acte positif. Et je voudrais insister là-dessus parce que dans le passé, les travailleurs, ils se fiaient à leur propre stratégie pour savoir quels étaient les risques et pour se défendre contre ces risques. Et aujourd'hui, malheureusement, les risques cancérogènes, ils ont pu être mis dans la production, dans le travail, sans que personne s'en aperçoive. Et ensuite, on demande aux victimes de faire la preuve qu'ils ont été exposés là où les employeurs ont tout fait disparaître soigneusement. Invisibilité sociale, on y vient justement. On n'a pas de registre de cancer, peut-être qu'on y reviendra dans la discussion. Plus exactement, on a des registres de cancer dans quelques départements, moins de 10% de la population française, mais on n'a aucune donnée sur la carrière professionnelle et l'histoire résidentielle des patients. Donc, pour reconstituer l'histoire de l'exposition et pour essayer d'identifier à quoi les gens ont été exposés, on n'a aucune donnée en France. On a très peu de cas reconnus. Je vous ai mis le pourcentage, moins de 0,5% de tous les cancers incidents estimés. Et en plus, dans le milieu de travail, les employeurs ne respectent pas ce qu'il y a dans le Code du travail ou le Code de la sécurité sociale pour garder une mémoire des expositions. Je voudrais juste insister sur le fait que depuis 30 ans, on est dans une situation de précarisation du travail et de l'emploi qui remet en cause
les conditions de connaissance, de reconnaissance et de prévention des cancérogènes, parce que par le biais de la sous-traitance, au lieu de vraiment travailler à éliminer les risques sur les lieux de travail, les industriels, les employeurs les sous-traitent à des entreprises à qui ils ne disent pas forcément quels sont les risques et qui ensuite n'ont pas les moyens, dans le cadre du contrat entre donneur d'ordre et sous-traitant, d'assurer les conditions de sécurité. Un exemple, la maintenance des centrales nucléaires en France, de nos 58 réacteurs, est faite à 90% par des travailleurs sous-traitants qui supportent plus de 80% de l'irradiation supportée sur les sites nucléaires français. Du coup, on a une invisibilité évidemment des conséquences en termes d'atteinte. Les dispositifs réglementaires de prévention sont mis en échec. Et il y a une érosion, ce qu'on appelle, nous, dans notre jargon un peu sociologique, une érosion des droits individuels et collectifs. Parce que formellement, les droits sont les mêmes, mais quand vous êtes dans une entreprise sous-traitante, il n'y a pas de CHSCT, il y a une répression syndicale sauvage qui fait qu'il y a très très peu de syndicats, et puis il y a encore moins d'informations que sur les lieux de travail. Les données sur les expositions. Alors là, on va commencer à regarder le prisme de la situation pour les hommes et pour les femmes. Dans l'enquête SUMER en 2010, l'enquête SUMER, c'est l'enquête surveillance médicale des risques, qui est une enquête qui est faite à peu près tous les 5 ou 6 ans par le ministère du Travail, par des médecins du travail volontaires. Il y a 1300 médecins, je crois, qui ont participé à l'enquête SUMER 2010, qui ont recensé les risques de plus de 50 000 salariés avec un échantillon représentatif de la population salariée privée et fonction publique. Moins la fonction publique hospitalière, je crois. Donc, en pourcentage de sujets exposés aux cancérogènes, on a 16% des hommes pour lesquels le médecin du travail identifie une exposition à des cancérogènes dans la semaine précédant l'enquête. Et 2% d'exposés à au moins 3 cancérogènes, parce qu'on s'est aperçu quand même que la polyexposition était un élément important. Et là, je voudrais signaler que, de mon point de vue, l'enquête SUMER sous-estime, et vous allez le voir pourquoi dans l'enquête GISCOP, sous-estime le poids de la polyexposition. Et alors, pour les femmes, on a un pourcentage qui apparaît comme dérisoire, 2,8%, et 0,2% de polyexposés. Alors, il y a évidemment plusieurs interprétations à donner à ces pourcentages. Soit les femmes ne sont pas exposées, c'est la version officielle. Tout va bien, les femmes ne sont pas exposées. Soit on est en déficit de connaissances. Et vous allez voir que, effectivement, c'est cette deuxième interprétation qui est importante à considérer. Il n'y a pas beaucoup de substances cancérogènes dans les tableaux de maladies professionnelles, mais ça, Anne en parlera. Et les stats de la CNAM sur les cancers professionnels ne prennent en considération la variable de genre que par tableau. Or, dans un même tableau, par exemple le tableau amiante, on a plusieurs types de pathologies. Donc, on n'a pas la possibilité de savoir aujourd'hui combien de femmes ont été reconnues pour un cancer professionnel en France, ni aujourd'hui, ni hier, ni avant-hier. Alors, la variable sexe a été introduite en 2000. Nous étions un certain nombre de chercheurs à dire « faites attention, donnez-nous la possibilité de savoir par pathologie ce qui se passe », et on ne l'a pas obtenu. Alors, pourquoi on ne cherche pas ou peu pour les femmes ? Alors, elles sont perçues comme étant moins exposées. Une partie des femmes exercent des métiers ou des activités proches du travail domestique, et donc le nettoyage ne fait par exemple l'objet d'aucune étude épidémiologique. Les conditions d'emploi et d'activité des femmes ne facilitent pas les études, évidemment, elles sont encore plus précaires que les hommes, ça c'est quand même une donnée constante, et donc l'épidémiologie considère plutôt les grands nombres. Donc, mais ça, je laisse Charles Olivier vous expliquer ce qui se passe du côté de l'épidémiologie. Alors,
c'est un peu avec ce tableau-là qu'on a décidé, qu'on a décidé pas un jour, on a mis 20 ans à construire une enquête qui s'appelle Surveiller, qui s'est appelée au début Surveiller les cancers d'origine professionnelle, qui s'est transformée en une équipe de recherche péniblement, qui est le groupement d'intérêt scientifique sur les cancers d'origine professionnelle, avec une enquête permanente auprès de patients atteints de cancer. Donc ce groupement d'intérêt scientifique, les membres constitutifs, c'est-à-dire ceux qui donnent des moyens à cette équipe, ministère du Travail, l'université, Conseil général, Cancéropole, comité départemental de la Ligue, centre d'études de l'emploi, et puis 2 associations de médecine du travail. Donc soit il y a des subventions qui ne sont pas énormes, puisque ça ne couvre pas du tout les besoins de l'enquête, soit du travail. Par exemple, des médecins du travail participent au groupe d'expertise. Je vous ai indiqué la composition de l'équipe. Ça, c'était à la fin 2013, donc avec des biostats, sociologues, géographes, juristes, médecins, historiennes et épidémiologie, puisque c'est Émilie Counil, épidémiologiste, qui dirige maintenant le GISCOP. Et puis, on s'appuie aussi sur la coopération d'un groupe pluridisciplinaire d'experts sur l'exposition professionnelle aux cancérogènes. Donc c'est ça le GISCOP. Contrairement à ce que disent nos détracteurs sur le fait qu'on ne pourrait pas transformer ça en un registre de cancer départemental, ça ne coûte pas cher par rapport à ce que coûte le traitement du cancer, ce que coûte même la recherche sur le traitement du cancer. Donc on aimerait avoir une petite partie des subventions qui sont données, je le dis ici dans cette salle au Sénat. Je sais que Mme Archambault n'est pas là pour nous entendre, mais je lui transmettrai. C'est pour ça que je le dis. Parce que je pense que dans les prochaines discussions du plan de la loi sur le financement de la Sécu, ça pourrait peut-être figurer sur une ligne. Pourquoi pas? Alors, le contexte, la Seine-Saint-Denis. Je vais vous montrer une photo, enfin une image. Vous voyez, il y a la Seine-Saint-Denis pour vous à gauche et le Vaucluse à droite. Donc, l'industrie en Seine-Saint-Denis, quand même, c'est pas une vue de l'esprit. Vous ne pouvez pas le voir parce que c'est un peu sombre, mais il y a des petits points rouges. C'est les sites pollués, non dépollués. Et il y en a un nombre conséquent. Alors, il y en a qui sont fermés. Le tissu industriel s'est transformé quand même, mais avec des entreprises, notamment sous-traitantes de la métallurgie, avec du traitement de surface, du traitement thermique, des entreprises de bâtiments, du recyclage, comme ils disent, donc du traitement des déchets, etc. Donc, c'est cette situation-là, des indicateurs de cancer catastrophiques dans ce département, qui nous ont amenés à décider de cette enquête, qui s'est constituée sur le principe que le cancer est un événement sentinelle. Événement sentinelle vis-à-vis des expositions aux cancérogènes, notamment pour tout ce qui est déjà connu comme cancérogène, vis-à-vis de la reconnaissance en maladie professionnelle et pourquoi ça ne marche pas. Donc, on a une partie prospective où on reconstitue le parcours professionnel et on identifie les expositions, c'est ça l'objectif, et une partie rétrospective, et une partie prospective qui est la déclaration, de regarder ce qui se passe pour la déclaration et la reconnaissance en maladie professionnelle des patients de l'enquête. Donc, repérer les expositions passées ou actuelles, identifier les secteurs, les postes et les situations les plus exposantes, suivre la procédure de reconnaissance et identifier les obstacles à cette reconnaissance. Le recrutement, sur la période que je vais vous montrer, c'est 4 services de 3 hôpitaux. L'inclusion des cas s'est faite sur les critères résidés dans le 93, nouveau diagnostic à partir du 1er mars 2002, cancer primitif de l'appareil respiratoire, plus on a également intégré dans l'enquête des cas sur
le système urinaire et des cas hémato, mais on en a beaucoup moins pour des raisons aussi structurelles liées au mode de fonctionnement des hôpitaux. L'échantillon mars 2002, mai 2012, 1116 parcours reconstitués et un type de localisation tumorale qui prédomine, c'est le cancer bronchopulmonaire, avec quand même des mésothéliomes pour quelques cas et des cancers ORL. Donc comment on s'y prend? On fait la reconstitution du parcours professionnel de chaque patient en le centrant sur l'activité de travail. On ne demande pas aux travailleurs ou ex-travailleurs de citer des produits qu'ils ne connaissent pas. On part au contraire du concret de son activité en essayant de bien préciser dans quelles conditions, est-ce qu'il a utilisé des produits, qu'est-ce que faisaient les collègues, comment il s'y prenait, est-ce qu'il avait des efforts à faire, etc. Et on fait ensuite une reconstitution chronologique par emploi et par poste. On fait lire ces parcours par le collectif des experts dont je vous ai parlé, qui est un collectif pluridisciplinaire avec médecins du travail, ingénieurs de prévention, toxicologues, secrétaires de CHSCT, syndicalistes quand ils ont une connaissance de ces questions-là, et sociologues. Et on a adopté les critères classiques, probabilité, intensité, fréquence, durée, pic d'exposition, pour quantifier ces expositions pour les 54 cancérogènes pour lesquels on est absolument sûr qu'il ne peut pas y avoir de contestation sur le fait que c'est des cancérogènes pour la personne. Très rapidement, on a essentiellement des hommes, mais on a quand même 20% de femmes. Un âge moyen à 62 ans, donc avec des patients qui sont encore en emploi quand ils ont le cancer. Et on a des patients, y compris jeunes, et qui continuent à travailler ou qui reprennent le travail dans des postes de travail exposés aux cancérogènes. Des parcours marqués par la précarisation, avec une faible qualification, essentiellement des postes d'ouvriers pour les hommes, 78%. Donc là, ça recoupe les inégalités. Et 80% des postes occupés par les femmes sont des postes d'ouvrières ou d'employés de service non qualifiés. L'exposition aux cancérogènes, 84% de lourdement exposés et de lourdement polyexposés. Je ne commande pas plus les chiffres, ils parlent d'eux-mêmes. 55% des patients sont exposés à plus de 3 cancérogènes sur des durées longues, 20 ans et plus, et sans aucune protection. Donc, on ne peut pas dire que c'est un phénomène marginal. Et comme je vous le disais, je ne vois pas ce qui permet à nos autorités de considérer qu'il n'y a que le tabac qui donne le cancer aux ouvriers. Quelques aperçus sur les secteurs d'activité, construction, commerce, réparation automobile. On est à plus de 78% des postes exposés et 63% des postes polyexposés. Je vous prends les premières lignes. Mais comme vous voyez, ce ne sont pas des situations rares. C'est des situations extrêmement fréquentes. Et ce travail-là ne disparaîtra pas. La construction, on aura toujours besoin de faire de la démolition. On met de plus en plus de cancérogènes. Je vous parlais du formaldéhyde. C'est un parmi les nouveaux cancérogènes qui ont été mis dans des fabrications qui font que l'exposition, on est toujours à courir derrière plutôt que l'inverse. Les situations d'exposition les plus fréquemment rencontrées, c'est les situations sous-traitées, justement. La maintenance, l'entretien, la réparation, les chantiers du bâtiment, les travaux publics. Là, c'est une véritable catastrophe. Un quart des patients relèvent du secteur de la construction. Le nettoyage et la gestion des déchets. Et là, c'est le continent noir parce qu'on n'arrive même pas à identifier les expositions. Alors qu'on a toutes les raisons de considérer que ça fait partie de la population la plus exposée. Dans le chariot d'une nettoyeuse, on trouve 14 cancérogènes qu'elle n'a évidemment, elle, pas identifiés, dont elle n'a aucune information, et elle travaille sans protection. Une dernière diapo, mais qui sera commentée par les collègues, les inégalités hommes-femmes.
En fait, comme vous le voyez, les patients exposés, on a 89% d'identifiés comme exposés pour les hommes, 62% pour les femmes, pour les mêmes cancers. On n'est pas dans des cancers différents. C'est essentiellement le cancer du poumon, éventuellement le mésothéliome et quelques cancers urinaires ou hémato. En fait, la question se repose, pourquoi un déficit d'exposition? Est-ce qu'elles sont moins exposées ou est-ce qu'on a moins de connaissances sur leurs expositions? Et puis, ensuite, il y a des déficits qui se déclinent pour la déclaration et la reconnaissance. Je ne vois pas pourquoi il y aurait besoin de stratifier les données sur le tabac. Parce que je ne parle pas de causalité. Vous êtes la première à utiliser ce mot jusqu'à présent. Pourquoi ? Parce qu'on n'est pas dans une enquête qui doit prouver que l'amiante donne le cancer. On est dans une enquête qui consiste à dire des patients sont atteints de cancer. Ces cancers sont un événement sentinelle. Chaque cancer, chaque cas est un événement sentinelle par rapport à un ensemble d'expositions. L'objectif de cette enquête, ce que n'ont pas fait d'ailleurs les épidémiologistes qui ont travaillé sur le cancer. Les épidémiologistes qui ont travaillé sur le cancer n'ont travaillé sur le cancer du tabac, le lien entre cancer et tabac, ils n'ont travaillé que sur le tabac. Ils n'ont pas stratifié sur quoi que ce soit par rapport aux expositions professionnelles. Nous, ce qu'on dit, c'est notre objectif, c'est de connaître ces expositions constamment ignorées que sont les expositions professionnelles. Donc, à partir de là, même si on a cette variable du tabac, parce que je dirais que lorsque on a créé l'enquête, il n'était pas possible que cette enquête existe si on ne mettait pas la variable tabac. J'étais contre, personnellement, et je vais expliquer pourquoi. Donc, on l'a inclus, cette variable tabac. Et elle peut nous servir pour montrer que on a effectivement des expositions d'ouvriers qui ont fumé et qui sont aussi exposés à des cancérogènes. Et de quel droit un expert médical, par rapport à la reconnaissance, ne prendrait en considération que le tabac à l'exclusion de tout cancérogène professionnel? Pourquoi j'étais contre? Parce que quand je fais un travail avec un patient, que je vais voir pour reconstituer son parcours professionnel, qu'est-ce que je lui dis au début? Je lui dis, écoutez monsieur, voilà, je travaille sur les liens entre travail et cancer, ou entre travail et maladie, et j'ai besoin de savoir quelle a été votre activité de travail pour essayer de voir s'il y a des risques auxquels vous avez été exposé, qui peuvent ouvrir un droit à la reconnaissance, c'est un droit. Et deuxièmement, je suis en santé publique, j'ai une préoccupation de prévention, et donc pour me permettre de connaître les expositions contre lesquelles il faut qu'on se batte, qu'il faut qu'on élimine du milieu de travail. Donc on fait le parcours professionnel, et à la fin, je lui pose une question qui n'a rien à voir, qui est comme une espèce de verrue par rapport à Enfin, je lui parle de son travail, et tout d'un coup, je lui dis « vous avez fumé ?» Et là, immédiatement, ce qui se passe, c'est que l'idéologie dominante qui nous matraque tous revient en boomerang. Et là, il dit, bah oui, de toute façon, j'ai fumé, donc mon cancer, c'est le tabac. Bon. Moi, dans mon enquête, je ne prétends pas dire le cancer de ce monsieur est lié à l'amiante qu'il a respiré. Parce que personne n'a le droit de dire ça. Ce que je dis, c'est que ce monsieur qui a un cancer est exposé à l'amiante. Et alors, quand je les décline, si vous voulez, amiante, silice, plomb, pigments de peinture, chromates. Vous arrivez très vite dans la construction à 10 cancérogènes différents. Qu'est-ce qui peut permettre à un médecin de dire tout ça, je balaye, et c'est ce qui se passe en permanence, je balaye parce que monsieur a fumé. Voilà.